Bonsoir. Avant de revenir sur l'attentat qui a tué ce matin 8 ouvriers palestiniens près de Tel Aviv et la journée noire qui a suivi dans les territoires occupés, l'autre information du jour, c'est bien sûr la Roumanie, les élections libres et la victoire écrasante de Ion Iliescu, le numéro 1 provisoire, deviendra dans les prochains jours le premier président élu librement en Roumanie. D'après les premières estimations, il aurait recueilli 83% des suffrages. À Bucarest et en province, on a joué les prolongations pour le vote, une belle leçon de civisme en direction de l'Occident. En fait, chaque bureau devait rester ouvert jusqu'à ce que tous les électeurs aient pu voter. La course très lente au dernier vote avec Patrick Bourra. En bon professionnel de la file d'attente, les Roumains sont particulièrement patients et déterminés. À cette allure, il faudra encore plusieurs heures pour satisfaire tous les électeurs. Est-ce que vous allez rester ouvert jusqu'à ce que la dernière personne ait voté? Oui, tout à fait, jusqu'à ce que la dernière personne ait voté. Toute la nuit, par exemple? Oui, jusqu'à demain midi s'il le faut. Il est vrai que chaque votant passe au moins 5 minutes dans l'isoloir. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans l'isoloir? Parce que les listes sont assez mal faites, on arrive difficilement à se repérer et on a beaucoup de mal à trouver le sigle qui convient. Les Roumains sont très patients. Oui, les Roumains sont très patients parce que dans ce moment, on a eu lieu les premières élections libres après 50 ans. Et c'est pour ça que nous avons de la patience. Il faut que nous votons pour notre liberté, pour notre démocratie. Et c'est pour ça que nous soyons très patients pour n'importe quelle heure nous restons ici, mais il faut que nous votons. Est-ce que vous avez l'impression que le résultat est encore indécis? Ce n'est pas important pour nous. Nous donnons notre vote pour la démocratie. Non. Il y a des problèmes dans cette élection pour divers partis, mais nous attendons avec patience pour que tout le monde vote. Cette journée roumaine historique a été suivie par un demi-millier d'observateurs étrangers. Complexité des opérations de vote, constat de quelques irrégularités et la joie quand même. Récit d'un de nos correspondants en Roumanie, David Pujadas. Le vote côté fête. Dans ce quartier ouvrier autour de la plus grande usine de Bucarest, la file d'attente n'a pas diminué de la journée, comme partout ailleurs dans la capitale. Même ici, les gens sont endimanchés, on vient voter en famille comme on viendrait communier. C'est un jour historique? Oui, c'est plus qu'historique. C'est incroyable pour nous. Le vote côté pédagogie, pas facile de s'y reconnaître dans les papiers, les enveloppes et les tampons. On rentre à deux dans l'isoloir pour se tenir les coudes et malgré les difficultés, chacun prend son devoir civique à cœur. Vous avez lu toutes les listes? Oui. Tous les papiers? Tous les papiers, tous les candidats de tous les partis. Ça a pris beaucoup de temps alors? Exactement. Le vote côté trouble, dans ce bureau, des observateurs italiens remarquent que les cartes d'identité ne sont pas systématiquement tamponnées. Certains auront donc pu voter 2 fois. La tension monte lorsqu'une femme est vue dans un isoloir en train d'aider 2 personnes âgées qui n'arrivent pas à lire les bulletins. Tout le monde s'en mêle, il y a de l'électricité dans l'air, on évoque déjà les élections truquées de 1946. Les gens, évidemment, ont des suspicions, parce que si c'est arrivé une fois, ça peut arriver la deuxième, la troisième, bon. Des débordements a priori plus imputables à l'improvisation qu'à une volonté dirigée. Pour en être sûr, il faudra attendre toutes les conclusions des observateurs. Les quelques 13 000 bureaux de vote n'auront donc pas suffi à assouvir dans les temps la soif de démocratie des Roumains. Cela dit, le résultat est sans appel. Dominique Bomberger, vous êtes avec nous en direct depuis Bucarest. Est-ce que vous nous confirmez les estimations que vous annonciez tout à l'heure? 83% pour Ion Iliescu. Alors, les résultats de l'opération sondage sortie des urnes, TF1, BVA, Bulle, Paris Match restent les mêmes à l'heure actuelle. Ion Iliescu, président du Front de Salut National, obtient effectivement 83% des voix. Radu Campeanu, président du Parti National Libéral, obtient 11% des voix. Et Ion Rasiu, qui était le candidat du Parti National Paysan, obtient seulement 6% des voix. Il s'agit donc, vous l'avez dit, d'un véritable raz-de-marée. En ce qui concerne les élections législatives maintenant,
Le Front de Salut National obtient des résultats considérables également, bien qu'un peu en retrait par rapport à ceux de Ion Iliescu. Il obtient 66% des voix d'après notre sondage sorti des urnes. Les écologistes obtiennent 5%, le Parti national libéral 10%, le Parti national paysan 4%, le Parti national hongrois 6% et les autres 9%. 2 électeurs sur 3 donc ont voté pour le Front de Salut National dans des proportions différentes dans les grandes villes et à la campagne. Dans les grandes villes, c'est seulement 1 sur 2. À la campagne, en revanche, c'est dans la proportion de 3 sur 4. Et les jeunes ont plutôt moins voté pour le Front de Salut National que les personnes plus âgées. Alors face à ce raz-de-marée, Dominique, il y a bien sûr déjà des contestations de la part des 2 principaux adversaires de Ion Iliescu. On le verra tout à l'heure. Ion Iliescu, lui, se dit satisfait du déroulement des élections, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un soupçon d'irrégularité qui pèse sur cette élection? Alors, disons que ces chiffres ne sont pas habituellement ceux que l'on enregistre dans les pays démocratiques. Cela étant, je crois que même s'il y a eu des irrégularités ici et là, cela ne suffit pas à tout expliquer. L'explication principale, à mon sens, tient en 2 points. D'une part, Iliescu et le Front de Salut National sont apparus comme les véritables artisans de la révolution qui a évincé Ceausescu. C'est un élément extrêmement important. Mais aussi, il y a un autre élément qui a joué. C'est que l'entreprise de destruction de la société qui a été menée sous Ceausescu a pleinement porté ses fruits. Et que dans les campagnes, dans les villes, les hommes, les femmes sont allés tous ensemble voter dans le même sens. Il n'y a pas eu de véritable discussion démocratique au sens où nous l'entendons à l'heure actuelle. Alors cette victoire est sans doute trop importante pour ne pas provoquer de choc en retour. Du reste, dans un sondage réalisé également pour notre opération menée en commun avec Paris Match et BVA, il y a seulement 30% de Roumains pour croire que l'on retrouvera le calme et l'ordre, et 37% seulement pour penser que la tolérance sera préservée à l'avenir. Vous voyez, tout n'est pas optimisme ce soir. Et puis Dominique, avec les équipes sur place à Bucarest, vous avez pu interviewer les 2 principaux adversaires de Ion Iliescu, Ion Rațiu du Parti national paysan et Radu Campeanu du Parti national libéral. Je vous propose de les écouter en commençant par l'interview de Petre Roman, l'actuel Premier ministre. Est-ce que ces chiffres correspondent à vos espérances? Elles sont un peu au-dessus. Elles sont quand même en accord avec le fait que les gens ont confiance dans ce qu'ils ont vu, dans les personnes qui, maintenant, qui jusqu'à présent ont agi. Et je crois qu'ils ont aussi confiance dans la sincérité de ces gens. Ces élections sont entachées de très très graves irrégularités. Je dis bien de très très graves irrégularités. Bien sûr, tout reste à être revérifié. C'est ce qu'on va faire et ce qu'on fait dès maintenant par nos moyens. Il y a des fraudes à peu près partout. C'est même impressionnant de voir la variété des méthodes utilisées. Mais bien sûr, je dis encore une fois, toutes ces irrégularités qui sont très graves restent à vérifier. On a appris tout à l'heure que les bureaux de vote allaient être fermés à minuit et non pas à 23 heures. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais c'est aussi tout à fait exceptionnel de voir la façon dont a été organisée cette élection, une façon à peu près, je dirais, inqualifiable. Et c'est ce que produit le fait aujourd'hui, si vous allez dans les rues, vous voyez des queues interminables de personnes qui attendent de voter et qui ne peuvent pas voter à cause d'une organisation mauvaise de ces élections, à cause d'une lenteur formidable faite par les gens qui doivent s'occuper de ces élections. Je suis complètement surpris. 80%. Plus de 85%. Plus de 80%. C'est la même chose que comme pendant le régime de Ceausescu. C'est tout.
Il ne faut rien d'ajouter à ça. Je ne peux pas accepter le fait que 80% de la population est pour M. Iliescu. C'est complètement faux. Proche-Orient, c'était aujourd'hui la journée la plus noire qu'aient connue les territoires occupés par Israël depuis le début de l'Intifada, cette révolte des pierres que les Palestiniens ont entamée en décembre 1987 contre l'État d'Israël. Une quinzaine de Palestiniens ont été tués aujourd'hui et plus de 600 sont blessés. Tout a commencé tôt ce matin par un attentat. Un forcené israélien a mitraillé à bout portant 8 ouvriers palestiniens dans la banlieue de Tel Aviv. Notre correspondance avec Patricia Alémonière. 10, 20 tués dans les territoires occupés, il est encore trop tôt pour dresser un bilan. Cette scène s'est déroulée près de Jérusalem, 7 autres dans le camp palestinien de Ralroul en Cisjordanie. De nombreuses manifestations ont éclaté un peu partout dès que les Palestiniens ont appris que 8 d'entre eux avaient été tués par un Israélien près de Tel Aviv. Mais c'est à Gaza que la situation était le plus tendue. Cette bande de terre de 36 km de long a échappé au contrôle de l'armée ce matin. Les militaires, s'efforçant de reprendre la situation en main, ont fait de nombreux blessés. On avance le chiffre de 600 personnes ainsi que de nombreux morts. Ce soir, la télévision israélienne consacrait 25 minutes de son journal à l'événement. Un direct était organisé du centre de soins intensifs où se trouvent les 6 ouvriers palestiniens blessés ce matin alors qu'ils venaient travailler en Israël. Un peu plus tard, le chef d'état-major intervenait. Il appelait la population des territoires occupés au calme. Il précisait que l'armée ne se laisserait pas déborder comme au début de l'Intifada. La colère sera pourtant dure à endiguer. Les personnalités palestiniennes de Jérusalem se sont retrouvées ce matin. Elles ont demandé à la communauté internationale d'agir le plus vite possible. Certaines ont entamé une grève de la faim. Le monde ne peut continuer à assister au massacre des Palestiniens, des civils je veux dire, sans rien faire, sans intervenir. Les hommes politiques israéliens ont tous condamné la tuerie de Rishon LeZion. La gauche pacifiste réclamant l'ouverture de négociations immédiates avec les Palestiniens, la droite nationaliste se contentant d'exprimer ses regrets. Le responsable de l'attentat qui a été retrouvé a affirmé avoir agi pour des raisons personnelles. Puis Patricia Alémonière vient d'y faire allusion. Les protestations, bien sûr, ont été immédiates côté palestinien. Yasser Arafat a qualifié cet attentat de boucherie israélienne contre les Palestiniens et il a appelé les siens à manifester dans chaque village, chaque ville, chaque camp des territoires occupés. Le djihad islamique, lui, le mouvement intégriste actif, a déclaré vouloir, je cite, venger dans le sang les martyrs innocents. Réaction également de la part des autorités israéliennes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Yitzhak Shamir. We hope that such crimes will not be repeated. All our population is very shocked by this event. I hope that the Palestinian Arab population will not utilize this atmosphere for increasing violence and bloodshed. Politique française, Georges Marchais était ce soir l'invité d'Anne Sinclair à 7 sur 7. On a pu voir une convergence entre le secrétaire général du Parti communiste français et le président du RPR. Pour Georges Marchais aussi, le gouvernement socialiste a, je cite, singulièrement facilité la promotion de Jean-Marie Le Pen. L'attitude face à Le Pen était d'ailleurs au centre du week-end de meeting et de réflexion de l'opposition. Devant différentes assemblées, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac ont chacun peaufiné leur stratégie à l'égard du président du Front National. Jean-Michel Carpentier a suivi tous ces discours et il nous explique les deux approches différentes des deux leaders de l'opposition. Depuis quelque temps soupçonné d'ambiguïté à l'égard du Front National, Valéry Giscard d'Estaing a expliqué ce matin qu'il préférait marquer ses différences avec lui sans attaquer nommément son leader. Jacques Chirac est plutôt partisan de l'attaque frontale et d'une dénonciation du danger que représente le Front National pour les libertés en France. Deux stratégies tout à fait différentes pour convaincre les électeurs d'extrême droite. Alors j'entends que certains nous disent oui, mais nous avons là un phénomène qui risque de se traduire par une sorte d'hémorragie de nos voix au profit d'une extrême droite qui se renforcera d'autant plus que nous l'attaquerons. D'abord, je ne le crois pas.
Je suis même convaincu du contraire. La seule manière de réduire l'idéologie d'extrême droite à sa dimension véritable, c'est d'apaiser les tensions de la société française. C'est d'ailleurs l'objectif symétrique de celui que François Mitterrand s'était fixé concernant l'électorat communiste. Jouer l'apaisement, c'est trop risqué, disent les Chiraciens, qui rappellent l'écrasement en 2 ans de la droite modérée allemande par les nazis dans les années 30. Prendre le Front National de plein fouet, répondent les giscardiens, c'est risquer de valoriser Jean-Marie Le Pen. 2 stratégies contraires et à la clé un avantage décisif dans la course à l'Élysée pour celui qui aura choisi la plus efficace. Pour Jean-Marie Le Pen, l'intervention de Valéry Giscard d'Estaing fait penser, je cite, aux cassettes vidéo que les preneurs d'otages envoient aux télévisions. Pour le leader du Front National, Valéry Giscard d'Estaing subit les pressions qui s'exercent sur les responsables politiques. Michel Noir était lui l'invité du Club de la Presse à Europe 1 à propos de l'organisation de primaires à droite pour l'élection présidentielle. Le député maire de Lyon a dénoncé le poker menteur de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac. Et pour lui, la recomposition de l'opposition, ce n'est pas fini. Je vous propose de l'écouter. Il faudra qu'il y ait recomposition et effectivement, je suis sûr que vous aurez des effectifs considérables venant de pratiquement toutes les formations politiques qui diront non, ça suffit, puis ce système est complètement bloqué, qu'on a décidé de choisir le pacte de suicide, ben ça n'est pas notre affaire, c'est plus le jeu auquel on veut jouer, et à ce moment nous prenons nos responsabilités, moi le premier avec d'autres. Des nouvelles de ce dimanche sportif avec vous, Christian Jean-Pierre. Alors, vous avez choisi de commencer par nous parler de tennis en partant de la défaite de Steffi Graf à Berlin-Ouest. Oui, grosse surprise à une semaine de Roland-Garros. Steffi Graf a perdu contre Monica Seles, la Yougoslave. On va voir les images tout de suite. Une défaite étonnante de la championne ouest-allemande qui a perdu donc contre Monica Seles. Monica Seles qui a mis fin à une série de 66 victoires d'affilée de la championne ouest-allemande. Ce n'est pas rien. Chez les hommes, finale des internationaux d'Italie entre Chesnokov et Thomas Muster. C'est Muster qui l'a emporté. 6-1, 6-3, 6-1. On devrait retrouver ces 2 hommes à Roland-Garros. Ils ont tous les 2 une très belle carte à jouer. On reste en Italie pour du cyclisme. C'était aujourd'hui la 3e étape du Giro, le fameux Tour d'Italie. L'étape qui menait les coureurs au Vésuve a été remportée par Bugno. C'est l'Espagnol Chozas qui est l'actuel maillot rose. Laurent Fignon est 3e au classement général. Voilà, alors après le vélo, on va passer avec le moteur à la vitesse supérieure avant de parler du tour de moto, la Formule 1 des mers, le offshore. Oui, alors le offshore, il y avait donc une compétition aujourd'hui à Nice. C'était la 3e étape de la Coupe d'Europe. Alors c'est toujours très impressionnant. Ce sont des bateaux qui font entre 6 et 12 mètres de long avec des moteurs de 8 à 12 litres de cylindrée. C'est énorme. Vous allez voir, c'est impressionnant. On va voir les images. Et là, Stefano Casigari, le mari de la princesse Caroline, actuel champion du monde, a cassé son moteur. Et c'est Vittorio Missoni qui l'a donc emporté. On le voit donc ici sur ces images. Enfin, en moto, Grand Prix d'Italie, c'est Wayne Rainey qui s'est imposé en catégorie 500 cm3. En 250, victoire d'un autre Américain, John Kosinski. Voilà, vous savez tout. Merci Christian. Les nouvelles du temps avec Alain Gillot-Pétré, c'est pour tout de suite. Demain matin, Jean-Michel Lelio à 7 h donnera les premières informations. Et demain soir, vous retrouverez Jean-Claude Narcy pour votre dernier journal. Très bonne nuit à tous et à bientôt. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 h sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1.